Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. La République contre la France, la Révolution française par les contre-révolutionnaires, c'est le livre de François-Xavier Consoli aux éditions du Verbe Haut. Bonjour François-Xavier Consoli. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Mais merci à vous d'être dans notre émission. Vous êtes journaliste, vous êtes rédacteur en chef de Radio Lorraine Enragée et donc sous la forme d'un procès de la République que vous donnez la parole à la défense, donc les contre-révolutionnaires, Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Edmund Burke ou encore et d'autres. Pour vous, donc la Révolution française est destructrice d'un monde et fondatrice d'un nouvel ordre et elle annonce donc la mort de la France. On va revenir d'abord sur donc le début de la fin, hein. Donc comment la Révolution française donc s'est imposée historiquement en France et donc après des siècles de grandeur, comment l'aristocratie française est devenue pourrissante et comment les idées des Lumières se sont peu à peu imposées dans l'intelligentsia de l'époque. Effectivement, c'est un assez bon résumé. Le problème avec la Révolution française, c'est qu'on l'aborde très souvent de façon épisodique. À savoir, on commence le 14 juillet 1789 pour faire simple, et qu'on se coupe de tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui a pu se passer avant, malheureusement, et on se coupe également de ce qui se passe après, dans le sens où le 14 juillet c'est bien, mais le 14 juillet c'est le début de quelque chose, mais c'est aussi la continuité d'autres choses. Et c'est un peu ce que je me suis efforcé à faire dans ce livre, à savoir parler des conséquences, mais aussi des causes. Et dès lors on s'intéresse autant aux unes qu'aux autres, et ben forcément on découvre des choses disons que qui a du mal à correspondre avec la bienveillance de la Vulgate républicaine, mais qui a du mal à correspondre aussi à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, une forme de droitisme bien pensant qui consiste à dire il y a des gentils, il y a des méchants. Bon, c'est un petit peu facile de décréter qu'il y a des gentils et des méchants de chaque côté, et c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais justement, quelle est cette Vulgate républicaine dont vous parlez dans votre livre ? Alors, la Vulgate républicaine, c'est le fameux liberté, égalité, fraternité, c'est les valeurs. Il suffit d'écouter, par exemple, un discours politique aujourd'hui pour entendre un homme politique dire, il faut insister sur les valeurs de la République, les valeurs, les valeurs, les valeurs, les valeurs. Les valeurs de la République, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, finalement. Ça va bien au-delà de la liberté, égalité, fraternité. C'est un changement de monde total, c'est une prise en main totale du monde, à savoir la vie quotidienne des gens, hein. Ça va, ça je le dis dans le livre, ça va autant de la redéfinition du calendrier que la destruction, par exemple, des corporations. Ça va autant ça concerne autant la destruction d'un monde religieux, hein, puisque le monde avant la Révolution française et avant la République était un monde religieux aussi, très religieux. On va basculer vers une autre religion, quelque chose de nouveau. Et voilà, en résumé, c'est un petit peu ça, la Vulgate républicaine. Aujourd'hui, c'est l'universalité des valeurs, c'est l'importance de la réunion, de la communion des peuples. Comme je l'ai déjà dit précédemment sur un autre média, beaucoup de révolutionnaires peuvent être contents. Il suffit de sortir de chez soi aujourd'hui pour voir que sur beaucoup de plans, les révolutionnaires ont gagné, oui. On va revenir ensuite sur comment la République a pu agir au plus profond contraire de ses valeurs, avec notamment ses massacres pendant la Terreur. Mais juste pour que tout le monde comprenne bien, nos auditeurs, cette Révolution française, elle vient d'abord aussi, il faut être honnête, et vous le pointez très justement dans votre livre, d'une forme de dégénérescence de l'État royal et notamment de la noblesse qui commence sous Louis XIV, puisque cette noblesse devient en fait, se trouve cloîtrée à Versailles, s'éloigne de la terre et de ses terres, et donc finit par cultiver une forme d'entre-soi, vraiment l'esprit de cour qu'on raille aujourd'hui encore, voilà, et puis qui donc finit par adopter ces idées de lumière, ces idées anglaises. Donc c'est pas seulement c'est pas une révolution un peu binaire ou manichéenne des gentils contre les méchants qui ont d'un coup repris, détruit un ordre qui était stable depuis 1000 ans, quoi. Ah oui, si seulement c'était binaire, ça serait beaucoup plus simple. Mais non, effectivement, à partir du moment où Louis XIV, qui en souvenir de la Fronde, qui en souvenir
de la révolte de la noblesse a décidé de mettre tout ce petit monde dans une cage dorée en expliquant que bah, désormais la loi c'est moi, désormais l'État c'est moi, désormais l'absolutisme c'est moi. Bon, très bien, hein, Louis XIV a fait des réalisations formidables, c'est vrai, mais malheureusement en faisant ça, il va couper la branche sur laquelle lui-même est assis, c'est-à-dire que en mettant de côté, en s'accaparant finalement tout le pouvoir et en expliquant que la petite noblesse vous vous souvenez de la fameuse phrase, souviens-toi c'est moi qui t'a fait noble, oui, mais souviens-toi qui t'a fait roi. Et c'est vrai, c'est-à-dire en faisant ça, la noblesse française se tire une balle dans le pied, c'est-à-dire que elle va s'intéresser à des choses, ce que j'appellerais un petit peu plus futiles. Elle va se couper du reste du monde. Comme vous l'avez dit, elle va se couper de ses terres. Donc, en se coupant de ses terres, elle se coupe de la réalité, on pourrait dire aujourd'hui. Hein. Elle se coupe en fait des siens, elle se coupe de son peuple, elle se coupe des gens qui travaillent la terre, quoi. Et donc, en se coupant de ce monde-là et en restant dans dans son petit monde à elle, eh ben, la noblesse finalement va s'isoler et en s'isolant, elle va perdre le pied et elle va se couper de la réalité, et elle va se couper des choses concrètes. Et elle va laisser la place, elle va détruire finalement le politique en laissant la place à d'autres, en laissant la place à la petite bourgeoisie, puis à une moyenne bourgeoisie, puis une grande bourgeoisie, etc. Donc ce qui fait que, bah oui, il va de soi que ça aurait pu être beaucoup plus simple pour les historiens actuels, ou si on est dans un regard un peu à la Jules Michelet, considérer que c'était mauvais avant et c'était bien après, et comme je vous l'ai dit, à l'inverse, on pourrait avoir une vision conservatrice qui serait inversée. Mais non, il faut bien remettre en question ça. La révolution est le fruit, pas que de la noblesse, mais en partie. La révolution est le fruit de l'agiotage, pas que, mais en partie, voilà, de tous ces éléments à prendre en compte, oui. Mm. Et cet aspect totalitaire de cette révolution, elle est basée sur des massacres, sur une violence inouïe. On disait donc pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Alors ça, ce sont des aspects de la Révolution française que nous a pas forcément enseigné l'éducation nationale, on va le dire. Comment se fait-il que cette Révolution française est basée sur tant de violence et qu'on ne nous l'a pas dit, ou en tout cas on a essayé de le cacher au maximum? Bah, il va de soi qu'on peut difficilement vous vendre un projet politique humaniste, un projet politique qui consiste à unir les peuples et dans lequel chaque homme pourrait trouver sa place et retrouver une forme de liberté dont on lui a privé, bien sûr, pendant plus de 1000 ans dans ce pays, ça va de soi. Mm. Bah oui, mais non, à partir du moment où on étudie un petit peu le dossier, à partir du moment où on se rend compte que oui, la Révolution française est inédite dans le sens où elle est totalitaire, parce que comme je l'ai dit, elle prend en compte la totalité de la vie d'un homme, hein, de sa naissance à sa mort, et que pour justement être révolutionnaire jusqu'au bout, il faut adhérer pleinement à ce projet. Bon, en adhérant au projet politique, on se rend compte aussi que ce projet politique étant totalitaire, il ne peut pas se permettre d'avoir un quelconque ennemi. Et donc plutôt que d'essayer de le convaincre, puisque bon, les révolutionnaires en France, qui sont une petite, on le rappellera jamais assez, mais c'est une petite minorité, hein, c'est pas grand monde. C'est aujourd'hui ce qui se passe aussi, pour faire un lien avec l'actualité, hein, euh, quand on parle de la woke culture, etc., de tout ce petit monde, etc., c'est un petit monde, hein, le monde politique, c'est un petit monde, le monde universitaire, c'est un petit monde. Et toute cette petite élite-là, mais ça passe toujours par une élite, hein, toute cette petite élite-là a une influence très grande. Mais ce n'est qu'une élite, c'est un petit monde. Et au moment de la Révolution française, les révolutionnaires, c'est un petit monde. Le Club des Jacobins, c'est un petit monde. Mais malgré ça, ils ont les cordons du politique, ils ont les cordons de la bourse, ils ont les cordons du pouvoir. Donc à partir de là, oui, la Révolution française, on ne peut pas vous expliquer. Si on vous explique à l'école que ça passe par des massacres, que ça passe par les septembriseurs, que ça passe par des individus qui vont massacrer, par exemple, la fameuse la marquise, je crois que c'est la marquise de Lamballe, qui se massacrait, éventrée, décapitée, etc. Machin. Si on raconte ça à des enfants, des collégiens, des lycéens ou que sais-je, tout de suite, ils vont avoir une perspective un petit peu différente de cette belle révolution française qui s'est passée dans la joie et la bonne humeur. Mm. Bon, si on parle de la Vendée, bon voilà, je n'en parlerai même pas pour éviter une répétition, mais j'en parlerai pas. Voilà, on n'en parlera pas de la Vendée. Mais bon, la Vendée aujourd'hui, même si ça peut faire encore polémique, il va de soi que c'est un fait établi que c'est un des premiers génocides en tant que tel, puisque une population massacrée
par principe politique. Donc oui, c'est une forme de totalitarisme, et c'est ça qui est, c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment insister là-dessus dans le livre, c'est que le totalitarisme est quelque chose de très nouveau, et c'est une notion très nouvelle au moment de la Révolution française, puisque c'est une totalité politique, un projet totalitaire qui va prendre en main, comme je l'ai dit, toute la vie des hommes et de la France. Et d'ailleurs, cette dimension totalitaire, on la voit très bien lorsque que vous citez Joseph de Maistre et ses fameuses considérations sur la France, où les événements finalement dépassent constamment les hommes, où les révolutionnaires qui initient les mouvements sont finalement détruits, puisque la révolution détruit toujours ses propres enfants. Donc vraiment, on voit que c'est une période de l'histoire où finalement l'homme qui s'affirme en tant qu'homme et que presque Dieu, puisqu'il veut nier Dieu, est constamment dépassé par les événements et par l'idéologie qu'il perpétue. Oui, c'est un point également intéressant. Au moment de la Révolution française, on se rend compte que c'est quelque chose, il y a un effet boule de neige. Vous savez, comme dans les cartoons, on pose un petit gland comme ça, puis et ça devient quelque chose d'immense, de géant, et c'est une espèce de vague qui va tout emporter. Et comme vous l'avez dit, ça dépasse en fait même les acteurs. C'est-à-dire que c'est une grande pièce de théâtre, il y a quelque chose de très théâtral dans la Révolution française. Et ça se ressent encore aujourd'hui, il faut jamais oublier, hein, le Parlement, bon, c'est un Parlement croupion aujourd'hui, c'est une caisse enregistreuse de l'Union européenne, mais le Parlement français, depuis le début, est une espèce de grande scène de théâtre. Et sur cette grande scène de théâtre, des acteurs, voilà, les Marat, Mirabeau, Marat, Robespierre et compagnie, ces gens-là, effectivement, vont s'illustrer en tant qu'acteurs, mais ils vont être dépassés par la pièce, ils vont être dépassés par les événements de la pièce, puisque la pièce va aller bien au-delà, finalement, de la salle de théâtre. Et malgré le fait que certains... Bon, c'est toujours la même chose, hein, vous savez, dans une armée, il faut des généraux, il faut des soldats, mais il y a toujours des bons exécutants qui, eux, sont dépassés par les événements. Il y a aussi des gens qui sont parfaitement conscients de ce qu'ils font et qui savent que ce qu'ils ont enclenché va finir par dépasser les frontières et va aller beaucoup plus loin. Et à ce titre, oui, la Révolution française est quelque chose de bouleversant puisqu'elle va aller bien au-delà de la France. On parle des printemps des peuples à compter du 19e siècle, enfin du milieu du 19e siècle, etc. Mais c'est la Révolution française, ça. La Révolution française, c'est Napoléon. Et Napoléon, c'est Napoléon qui crée. C'est ce que je dis un peu dans la troisième partie du livre, mais Napoléon, c'est celui qui crée l'Allemagne. C'est Napoléon qui détruit le Saint-Empire romain germanique, et c'est lui qui crée en fait ce sentiment allemand. L'unification italienne va se faire sur une idée tout à fait révolutionnaire. Ce qui va se passer dans les pays d'Europe centrale, et par rapport à cette espèce de réveil nationaliste, c'est quelque chose qui vient de la Révolution française. Ça sera pareil en Russie un peu plus tard, etc., etc. Donc, c'est quelque chose de gigantesque, la Révolution française. Alors, il y a ce qu'on a dit par rapport au totalitarisme en France, mais d'ailleurs, René Sédillot le dit très bien. J'ai eu un grand plaisir de découvrir cet auteur pour l'ouvrage que j'ai écrit. Et René Sédillot le dit très bien, c'est que finalement, quand on y réfléchit, peut-être que la première et même la deuxième guerre mondiale, finalement, sans faire comment dirais-je, de raccourcis un peu faciles, certes, mais c'est ce qu'il dit dans son livre, il le dit lui-même. Tous ces événements-là sont bien les conséquences d'une géopolitique mise en place par la Révolution française. Ce qui prouve bien que c'est un événement majeur, mais c'est un événement qui dépasse ses acteurs et qui va bien au-delà de ça. Et dans votre livre, donc François-Xavier Consoli, La République contre la France, aux éditions du Verbeau, on le rappelle. Donc vous parlez donc de l'aspect totalitaire de cette révolution, et c'est aussi une révolution anthropologique, c'est-à-dire qu'il y a un éloge de l'individualisme, il y a une destruction de l'héritage chrétien, et il y a une volonté de ces penseurs révolutionnaires de fabriquer un homme nouveau qui soit complètement libre de ses anciens liens, de son héritage chrétien et de son héritage monarchique. Et oui, bah, vous voyez, vous parliez tout à l'heure on parlait tout à l'heure de l'école, etc. Il y a une chose qu'on oublie de nous apprendre à l'école. Bon, déjà, on ne fait plus de catéchisme bon, très bien. Pourquoi pas, hein, plus de catéchisme, pourquoi pas. Mais en attendant, quand on nous apprend à l'école le 14 juillet, la Révolution française, on ne nous apprend pas le fait que la Révolution française fonde un nouveau religieux.
Et aucune civilisation n'existe sans sentiment religieux, ça va de soi. Hein, on peut aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée comme on peut aller au Japon ou en Amérique centrale. Quelle que soit l'histoire des civilisations, il y a toujours un phénomène religieux, il y a toujours un sentiment religieux. Et la Révolution française fondant une nouvelle civilisation, quelque part, elle fonde également un nouveau sentiment religieux. Mais pour ça, il faut qu'elle détruise ce qu'il y avait avant. Et donc, il faut s'en prendre au clocher, il faut s'en prendre au catholicisme. Et en s'en prenant au catholicisme, donc constitution civile du clergé, etc., il y a des tas d'événements, bien sûr. Hein. Comme je l'ai dit, ça se fait pas d'un coup d'un seul. Mais oui, c'est une nouvelle forme d'anthropologie, comme vous le dites, puisque après tout, dès lors on s'en prend aux religieux, dès lors on s'en prend à la religion d'un pays, donc à son histoire, ben forcément, on veut mettre en place un nouvel homme. Et c'est d'ailleurs le but des révolutionnaires, ils le disent très bien. C'est quand on lit par exemple Anarkazitz Klotz ou des individus comme ça, qui sont déjà des grands internationalistes qui ne connaissent pas de frontières, qui expliquent que l'homme, justement, doit se débarrasser de tous ces oripeaux traditionnels qui est absolument horrible. Donc, l'idée, effectivement, c'est de faire cette espèce d'homme nouveau qu'on appellera humaniste, qu'on appellera plus tard, je sais pas, homme unidimensionnel d'ailleurs pour d'autres auteurs, etc. Donc, et c'est quelque chose de fondateur, c'est quelque chose qui va suivre. Mais comme je le dis aussi dans le livre, ça n'arrive pas le 13 juillet 1789, c'est nourri de tas de choses, tout ça. Et c'est nourri Et de la pensée rousseauiste, donc de ce retour à la oui, nature, du mythe du bon sauvage. Comment se fait-il que cette pensée est arrivée à détruire donc, cet héritage de 1000 ans d'une anthropologie chrétienne? bah, le problème, il est que là, on nous débattons d'idées, mais l'histoire est faite aussi par les hommes. Et à hauteur de vue d'homme, c'est c'est compliqué pour un homme qui, par exemple, moi je me suis attaché par exemple à parler de certaines choses comme le richérisme, qui est une doctrine qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, mais beaucoup d'hommes d'église, d'hommes de peu qui étaient dans l'église du bas, si je puis dire, voilà, qui étaient hiérarchiquement bas dans l'église, ont considéré que la Révolution française était une bonne chose, puisque bah écoutez, oui, on va tenter de faire des réformes politiques, on va essayer de mieux payer le clergé du bas, tandis que le clergé du haut, lui, par exemple, oui, est mieux payé, etc., est mieux considéré, tandis que nous, hommes de peu, nous n'avons pas grand-chose. Donc on peut comprendre aussi. On peut comprendre aussi que même des individus qui étaient proches, enfin qui étaient pas proches, mais qui étaient dans l'Église, se sont intéressés et étaient enthousiastes vis-à-vis de la Révolution française. Mais le problème, il est que tout ça dépasse les hommes. Alors comment la Révolution française s'en est pris à l'Église chrétienne? Eh ben, comme je l'ai dit, constitution civile du clergé. Il fallait absolument faire comprendre que l'évangile devait être remplacé. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Et qu'à partir de là, eh ben, écoutez, vous savez, même des gens qui, comme je l'ai dit d'ailleurs dans un autre média, d'autres, à partir du moment où même des gens sont sincèrement, mais je le dis bien sincèrement, hein, parce qu'il y a beaucoup de révolutionnaires, par exemple, du clergé, hein, qui ont adhéré à cette idée, ont sincèrement adhéré, ont dit, bah écoutez, si c'est le renouveau, si c'est un retour d'ailleurs au christianisme primaire, au christianisme des débuts, eh ben tant mieux, il faut le faire, allons-y, comme diraient certains qui sont vaccinés, allons-y, allons-y. Ben oui, ils y sont allés et malheureusement ils n'ont pas vu en fait ce avec quoi ils pactisaient. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire que faut-il, enfin, il n'y a pas de raison d'en vouloir ou pas, c'est pas la question, mais à hauteur de vue d'homme, c'est un petit peu facile aujourd'hui, forcément, d'avoir le recul. Mais quand on est dans l'événement, quand on est dans l'enthousiasme de l'événement, quand on sent que quelque chose va changer et que, chrétiennement parlant, si je puis dire, on se réjouit que quelque chose peut enfin changer et que, ah, ça y est, peut-être que ce que j'ai prêché tous les dimanches jusqu'à présent va enfin se réaliser. Et oui, on peut tomber dans le piège, entre guillemets. Mais voilà, c'est insidieux et le diable est dans les détails. Votre livre permet aussi de faire un nombre important de parallèles avec la situation actuelle, notamment le fait que c'est une révolution qui est parisienne et que donc cette révolution, elle se fait avec une énorme méfiance envers les populations provinciales et rurales.
Et en fait, c'est un clivage qui finalement se retrouve aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui avec cette fameuse France périphérique dont parle Christophe Guilluy, qui est beaucoup plus réticente et beaucoup plus méfiante, et puis une population plus parisienne, une élite qui, elle, prétend avoir tout compris, qui emmène la France dans un nouveau projet qui est celui de la mondialisation, et qui finalement pense mieux savoir que tout le monde, et puis et méprise, et à la fois méprise et se méfie de cette population rurale. Alors, oui, bah, comme on parlait de minorité au début de notre entretien, il va de soi que la Révolution française est une révolution des villes. C'est une révolution parisienne, une révolution des villes, et encore certaines villes, mais oui, c'est une évidence. Il y a toujours eu ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelait des jacqueries durant la période médiévale, donc des révoltes paysannes, mais les révoltes paysannes sont des révoltes, on va dire, des révoltes consubstantielles au monde d'avant. Voilà. C'est-à-dire que le paysan se révolte parce qu'il considère qu'il est maltraité. Mais ça ne veut pas dire qu'il veut bazarder le système, si je puis dire. En revanche, les penseurs et les idéologues parisiens ne sont pas du tout dans cette optique-là. Et et vous avez raison de le dire, c'est à la fois une dichotomie entre la ville et ce qu'on appellerait la campagne, non, pas la ruralité, c'est moche, la campagne, mais c'est aussi une séparation nette et franche entre justement le monde d'avant et le monde nouveau. Et ça, c'est très important à voir. On oublie aussi de dire, parce qu'on ne l'enseigne pas à l'école, on oublie aussi de dire que la ville de Lyon n'était pas du tout n'était pas du tout révolutionnaire. Elle l'a payé. Elle l'a payé dans le sang. La ville de Marseille également. D'ailleurs, on lui a changé de nom. Elle s'appelait je ne sais plus exactement, je le dis dans le livre, mais je crois que c'était je sais plus exactement, j'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas, on lui a retiré son nom. Marseille n'avait plus de nom. Et on a retiré à des tas et des tas d'endroits, vous voyez, on parlait de totalitarisme, ça aussi. On a retiré aussi à des tas et des tas d'endroits le nom, parce qu'il y avait Saint il y avait Saint quelque chose. Il y avait Bar-le-Duc n'était plus Bar-le-Duc parce que il y avait Duc. Voilà. Il suffit d'un rien. Et c'est très, voilà, quand on parle de la haute culture, faut pas oublier tout ça. Et vous avez raison de dire, effectivement, il y a une différence entre la campagne et la ville, parce que les considérations, les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes. Et encore aujourd'hui, les intellectuels, entre guillemets, en France, ne portent pas beaucoup d'intérêt à ce qu'on appelle la campagne, puisque pour eux, voilà, ça suivra quoi qu'il arrive. Mais ça, c'est également aussi, et faut être honnête, c'est également un des méfaits du centralisme politique qui est déjà mis en place sous la monarchie française. À savoir que bon, la campagne n'a pas un second rôle, mais c'est pas à la campagne que le politique se décide. Voilà. Un autre parallèle aussi qui m'a frappé, je voudrais continuer sur les parallèles, c'est ce redécoupage de la France au niveau géographique, qui est basé sur un système uniquement métrique qui n'est plus du tout lié à des frontières naturelles ou à des frontières géographiques. On peut également établir un parallèle avec les gouvernements actuels qui ont plutôt tendance à gouverner par les chiffres et qui ont tendance à gouverner sans prendre en compte le réel, voire même à dire que le réel c'est quelque chose d'assez méprisable et d'assez bas de plafond, quoi. Enfin, Christophe Barbier disait lui-même qu'un éditorialiste ne doit pas être pollué par le réel. Donc on a vraiment aussi ce mépris et cette méfiance vis-à-vis de la simple réalité qui définit aussi concrètement l'élite politique aujourd'hui française. Oui, c'est très vrai. Bah, autre aspect du totalitarisme, c'est que la perspective politique du monde se fait à coups de chiffres et non plus en allant voir à quoi ressemble le monde en vrai. Le découpage, par exemple, de la France en départements, c'est exactement ça. La remise en question du calendrier et en créant une semaine de 10 jours, le décadi, qui est une mesure, par exemple, très antisociale, hein, qui supprime le dimanche. Voilà, c'est à la fois antisocial, antireligieux, vous voyez. Oui, et ben, on retrouve parfaitement ça. Aujourd'hui, on décide de politiques générales pour un pays dans des instances extranationales, mettons l'Union européenne, l'OTAN ou que sais-je, en se coupant totalement des réalités du terrain. Ça vaut autant discuter avec les militaires. D'ailleurs, c'est pareil, hein, c'est-à-dire qu'on se coupe du terrain, on se coupe de l'intelligence du terrain.
Bon, bah, le résultat, il est là, et il est que la Révolution française, effectivement, inaugure également ça. Elle inaugure le découpage du territoire en créant des trucs qui n'ont absolument aucun sens, etc. Vous avez la fameuse, d'autres en parlent bien mieux que moi, hein, vous avez la fameuse carte en damier voilà, de la France qui a été pensée comme quoi la France devait être découpée en damier parce que c'était beaucoup plus simple finalement de s'y retrouver avec une France qui est découpée en carré. Oui, ah oui, c'est sûr, bah, c'est une mathématisation du monde et on ne passe plus que par le chiffre, par les moyennes, les médianes, etc. Bon, bah, c'est bien, oui, c'est bien beau, mais voilà, si on connaît un petit peu le monde paysan, si on connaît un petit peu le monde militaire, etc., bah, on se rend vite compte que tout ça est assez limité et que très vite on va buter vers quelque chose qui s'appelle la réalité. Et aujourd'hui encore, hein, voilà, on peut faire puisque vous parliez de parallèles. Nombreux sont les gens qui butent avec la réalité et qui nous expliquent non, non, mais la réalité n'est qu'une construction, il suffit de déconstruire un peu, voilà, comme une ligne géométrique. Voilà. On va refaire la ligne, on va refaire une ligne droite, une ligne bien, voilà, sans rapport avec vous, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est absolument fou. Mais le totalitarisme, il passe aussi par là, hein. Quand on fait refaire un homme nouveau, c'est refaire un monde. Tout à fait. Mais bon, vous écrivez ce livre, donc La République contre la France, François-Xavier Consoli. Aujourd'hui, donc, nous sommes en 5e République, qui se veut, selon le général de Gaulle, donc une synthèse de la monarchie et de la République, donc les acquis démocratiques de la Révolution, mais aussi le souci d'ordre et de légitimité de la monarchie. Alors, est-ce que aujourd'hui, cette 5e République, elle a réussi son pari de réconcilier la monarchie et la République? Et est-ce que finalement, donc, la Révolution française a été un massacre qui aujourd'hui, dont aujourd'hui la 5e République a pansé les plaies? Là, j'aimerais tellement vous répondre oui, oui, bah oui, mais non. Vous avez 5 minutes. Voilà, 5 minutes, bon, je vais me non, mais contenter de allez-y, ça. allez-y. La 5e République, effectivement, est on va dire, une espèce de création quasiment artistique. Hein. Faut saluer quand même qu'on aime ou pas De Gaulle, il y a une réussite politique assez exceptionnelle dans la 5e République, c'est vrai. Mais le problème, c'est que c'est un costume qui est taillé sur mesure. Il est taillé sur mesure pour un homme. Un homme qui est arrivé à un certain moment de l'histoire de France, qui est arrivé à la conflagration de plusieurs événements. Et donc, oui, ça lui allait comme un gant. Mais le problème, c'est quand un projet politique est taillé pour un homme et que cet homme disparaît, parce que les hommes, bah oui, ne sont pas éternels, très vite, ça commence à... enfin, ça tourne en eau de boudin, hein, comme dit l'expression. Bon, bah, le résultat, il est là. Il est que... Est-ce que la 5e République a réussi à synthétiser plusieurs choses? Oui, oui, c'est vrai. Le problème, c'est que c'est même sous la Restauration n'est qu'une restauration. La restauration du 19e siècle, Charles X, Louis-Philippe, etc., ne sont que des restaurations. Ce n'est plus la monarchie française, et ce n'est plus la France ce n'est plus la France d'avant, on va prendre l'expression. Et même si De Gaulle essayait de faire quelque chose de novateur, c'est vrai, comme il le disait aussi, après moi, je ne crains pas le vide, après moi, je crains le trop-plein. Eh ben, on voit le trop-plein, c'est-à-dire que tous ses successeurs, d'ailleurs c'est un lent déclin, hein, il suffit de voir, hein, c'est vraiment, ça va de mal en pis. Hein. Bon, tous ses successeurs auront beau essayer, ça finit par se casser la gueule et ça finit par être la soupe dans laquelle nous sommes aujourd'hui, puisque de toute façon, la mort du politique, qui est inaugurée par la Révolution française, la mort du politique ne pouvait mener qu'à cette conclusion, à savoir que le politique aujourd'hui n'est plus du tout en France et se décide ailleurs. Bon, alors c'est bien, aujourd'hui nous avons des bons exécutants, nous avons des bons managers. D'ailleurs, ils revendiquent le fait d'être manager. Hein. Alors, la Macronie, tout dans son ensemble, fait le job, comme ils disent. Voilà, on fait le job en anglais. Voilà. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une telle révolution anthropologique qu'aujourd'hui, on ne pourrait même plus revenir sur cette monarchie avec l'idée d'un monarque qui serait républicain et donc et aussi des sujets ou en tout cas des citoyens qui seraient fiers de leur monarque et de la monarchie. Il est clair que de toute façon, ce qui est passé, et je ne crois pas à une restauration de ce qui a été avant. Il y a quelque chose de nouveau à faire, sans doute. Voilà. Après, moi, je ne lis pas dans le mar de café, mais oui, il y a aussi cette révolution française est aussi une révolution anthropologique, et puisqu'il fallait changer l'homme, il fallait changer l'homme dans son ensemble. Et aujourd'hui encore, vous voyez d'ailleurs le matériel humain qu'on a en France, je doute qu'on puisse
restaurer quelque chose d'équivalent à avant. Alors il y aura autre chose, peut-être, je ne sais pas, je vous dis, je ne suis pas voyant, mais je pense qu'il y aura autre chose, mais pour avoir cette autre chose-là, il faudra, disons, un matériel humain, quelque chose d'un petit peu plus solide que ce qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Mais de toute façon, on sait que voilà, la révolution a mis à bas en quelques années ce qui a mis 1000 ans à se construire. Donc, si on a un peu de, si on aime un peu des civilisations plus traditionnelles où le souci du commun est plus présent, il est évident qu'il faut en passer par le temps long et que c'est aussi notre faiblesse, c'est qu'on est forcé d'analyser sur le long terme aujourd'hui. Ah oui, de toute façon, on ne peut pas se passer d'une grille de lecture qui s'arrête, qui grosso modo va sur 50, 100 ans, ça ne suffit pas. Si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus global et d'un petit peu plus profond, il va de soi que il faut voir les choses sur le temps long. Et malheureusement, la perspective politique aujourd'hui, c'est l'inverse du temps long, hein, c'est du journalier, c'est au jour le jour. Voilà, on fait le job, voilà, on fait le job comme au McDo. Bon, très bien. Si nos politiques ont cette perspective-là, on va pas aller bien loin. C'est la seule garantie que je pourrais avoir quand une certaine prédiction des choses. Écoutez, je ne pourrais pas vous dire. Je pense que les auditeurs auront compris de quoi je parle. Oui, déjà, il faut donc disséquer un petit peu la Révolution française. Est-ce que vous faites dans votre livre, François-Xavier Consoli, La République contre la France, aux éditions du Verbe. Merci beaucoup d'être intervenu dans notre émission. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.